Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde virtuelle intitulée « Les retombées de la solidarité internationale, pour qui et pourquoi ». Mon nom est Denis Côté et je suis analyste des politiques à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, l'ACOSI. Je tiens d'abord à souligner que je me joins à vous aujourd'hui à partir du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Cette activité, notre activité d'aujourd'hui, est organisée conjointement par l'Institut d'études internationales de Montréal, l'IEIM, et l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, l'ACOSI, dans le cadre de deux grands événements qui se déroulent en ce moment même, soit les rendez-vous Gérin-Lajoie et les Journées québécoises de la solidarité internationale. La mission des rendez-vous Gérin-Lajoie, qui se déroule cette année du 5 au 12 novembre, est de construire des canaux de conversation et de débat entre les milieux politiques, de la recherche académique et des communautés de pratique en ce qui a trait aux relations internationales. Vous avez peut-être assisté à des événements, à des activités de cet événement-là dans les derniers jours. Vous avez encore la chance, il y en a un autre demain. Donc, si vous voulez participer, il y a toujours du temps. Les Journées québécoises de la solidarité internationale, elles, communément appelées les GQSI, sont organisées par l'ACOSI chaque année depuis 1996 autour d'un thème spécifique qui change d'une année à l'autre. Les GQSI sont l'occasion de convier et de dialoguer avec le public québécois sur les enjeux internationaux qui nous concernent toutes et tous, de prendre connaissance du travail et de l'engagement des organismes québécois de coopération internationale et de leurs partenaires à l'étranger, et de découvrir des moyens concrets d'agir et de s'impliquer pour construire un monde d'égalité et de justice. Cette année, du 5 au 14 novembre, des dizaines d'activités portant sur le thème de la justice migratoire ont lieu aux quatre coins du Québec. Comme tout se fait en virtuel ces temps-ci, comme vous le savez bien, il s'agit d'une belle occasion pour les gens de Montréal et d'ailleurs de participer à des activités dans les régions où on irait moins souvent, donc Lac-Saint-Jean, Abitibi, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Bas-Saint-Laurent, et j'en passe. Donc, c'est l'occasion pour vous de participer à des activités à partir du confort de votre salon. Nous tenons également à remercier le ministère des Relations internationales et de la francophonie pour son appui à l'organisation de l'activité qui nous réunit aujourd'hui et également des Journées québécoises de solidarité internationale. Avant de commencer, quelques petites consignes plus techniques. Donc, nous sommes en mode webinaire présentement, ce qui fait que vos microphones et vos caméras sont éteints. Par contre, vous aurez l'occasion de poser des questions aux panélistes lors de la période d'échange plus tard dans le webinaire. En fait, ce que nous vous invitons à faire, c'est de poser vos questions via la fonction Q&A ou QR, je pense que ça dépend des versions, questions et réponses, qui figurent en bas de la page. Et on vous invite à les envoyer là plutôt que dans la boîte de chat. Comme ça, les questions seront reçues par l'animatrice qui pourra en communiquer un certain nombre, dépendamment du temps qu'on aura, à nos panélistes. Maintenant, je dois mentionner aussi que l'activité d'aujourd'hui revêt un caractère particulier parce qu'elle se veut en quelque sorte le lancement, ou je devrais plutôt dire le relancement, du blog Un seul monde. Donc, ce blog qui est désormais hébergé sur le site de l'IEIM est le fruit d'une collaboration multidisciplinaire entre le milieu de la pratique et le milieu académique. En fait, la nouvelle mouture de ce blog, initiée en 2014, est aujourd'hui pilotée par l'ACOSI, l'IEIM et l'Université du Québec en Outaouais, l'UQO. Les intervenantes et intervenants qui participent à la table ronde aujourd'hui sont d'ailleurs toutes et tous des contributrices et des contributeurs au blog Un seul monde. D'ailleurs, avant d'aborder directement la question des retombées de la solidarité internationale, qui est notre sujet principal aujourd'hui, ils diront quelques mots sur les articles qu'ils ont publiés récemment. Maintenant, à tout seigneur, tout honneur, j'invite Charles Saliba-Couture, donc le fondateur et ancien responsable de la coordination du blog Un seul monde entre 2014 et 2016, à faire le mot d'introduction et à présenter le blog plus en détail. Je vais juste vous présenter Charles rapidement avant de lui passer le micro. Donc, Charles Saliba-Couture est détenteur d'une maîtrise en relations internationales de l'UQAM. Il a travaillé au cours des dernières années, des 12 dernières années en fait, en communication et en gestion de projet dans le milieu académique avec le CIRDIS, la chaire Raoul Dandurand et l'IEIM, dans le milieu des ONG avec l'organisme Equitas et aussi au sein du Conseil
canadien pour la coopération internationale, aujourd'hui appelé Coopération Canada, ainsi que dans le milieu gouvernemental avec les Offices Jeunesse internationaux du Québec, souvent mieux connus sous l'acronyme de LOGIC. Aujourd'hui, il travaille à son compte et offre des services de traduction, de révision de rédaction et de gestion de projet auprès d'OBNL, d'organismes de coopération internationale, d'entreprises d'économie sociale, de fondations et de personnes issues du milieu de la recherche. Alors, Charles, je te cède la parole. Alors, merci Denis et merci aussi, j'en profite pour remercier Yoyem, Lacossi et Luco pour l'invitation aujourd'hui. C'est sûr, ça me fait particulièrement plaisir parce que de voir entre autres que la famille Un seul monde s'agrandit. Donc ça me fait particulièrement plaisir d'être parmi vous, même si c'est en ligne étant donné le contexte actuel. Pour ma part, on m'a demandé de vous parler un peu du contexte, comment le blog est né, pourquoi, c'était quoi son évolution au cours des dernières années. Donc, j'ai pensé peut-être commencer juste par rappeler le contexte de l'époque. Le blog Un seul monde est né en 2014, donc ça fait déjà 6 ans. Et j'ai pensé parler un peu de faits contextuels de l'époque à l'échelle canadienne notamment. Donc, on se rappelle qu'on était sous le gouvernement conservateur de Harper. Et si on regarde le portrait, je pense qu'il ne faut pas avoir trop peur des mots. C'était quand même un portrait relativement sombre à l'époque. Du moins, c'était perçu comme ça par plusieurs. Il y a eu de nombreux événements qui ont été vécus, on pourrait dire, comme des traumatismes par plusieurs personnes et organismes dans le milieu. Et j'ai pensé peut-être juste en rappeler quelques-uns qu'on voyait entre autres qui faisaient quand même couler pas mal d'encre à l'époque. Évidemment, il y en a sûrement plusieurs autres, mais peut-être quelques événements. On pense entre autres à des coupes budgétaires de 320 millions de dollars sur 3 ans qui étaient annoncés dans le budget fédéral de 2012. Ça s'ajoute en fait ce montant-là de 320 millions s'ajoute en plus à un autre 300 millions qui n'avait pas été dépensé l'année d'avant, c'est-à-dire en 2011-2012, qui était vu comme des coupes par l'inaction, une coupe additionnelle par d'autres moyens. Donc, on était très loin là, de l'objectif du 0,7 % qui est l'engagement canadien auprès de l'OCDE. Au-delà de ces coupes budgétaires de 320 millions de dollars sur 3 ans en 2012, il y avait aussi des menaces de couper le programme de stages internationaux pour les jeunes, le PSIJ. On pense entre autres également à la fusion de l'ACDI, de l'Agence canadienne de développement international, avec le ministère des Affaires étrangères et du commerce international. On dit fusion, mais c'est plutôt sa disparition, son intégration dans le ministère des Affaires étrangères. Ça crée aussi beaucoup de craintes. En soi, c'est un événement quand même assez marquant, ça en avril 2013. Et il n'y avait plus vraiment on ne s'en cachait plus trop de ce fameux virage commercial de l'aide internationale. On le voyait déjà depuis plusieurs années, mais là, c'était dit haut et fort par le ministre lui-même de l'époque, Fantino. Donc, il ne s'en gênait pas de le mentionner carrément, de ce rôle croissant, par exemple, du secteur privé dans le milieu de la coopération internationale. Il y a eu quand même des réactions assez mitigées par rapport à ce fameux rôle du secteur privé dans le milieu de la coopération internationale, mais quand même, généralement, il y a des préoccupations particulières, notamment pour ce qui est du rôle de l'industrie minière, notamment. Donc, on voyait vraiment un plein feu sur le virage commercial de l'aide. Aussi, il y avait une augmentation de l'aide octroyée des organismes religieux de l'Ouest canadien qui faisaient du prosélytisme. Et ça, d'ailleurs, c'était, si je ne me trompe pas, une étude de François Audet, directeur de l'IEIM. Il y avait également, ça avait fait un peu les manchettes, financement de groupes anti-gays à l'étranger, notamment en Ouganda. Il y a eu la disparition de toutes sortes d'organismes ou des organismes qui ont été ciblés de façon plus ciblée. On pense notamment à la disparition de Droits et démocratie en 2012, si je ne me trompe pas, en raison de son financement qui était octroyé à des organisations palestiniennes et qui ne cadrait pas avec la vision pro-israélienne du gouvernement conservateur de l'époque. On pense également à la disparition d'un autre organisme gouvernemental, le Centre Pearson,
pour le maintien de la paix, et alors que le Canada était vu comme un leader en maintien, en mission de paix, qui était en fait même une invention canadienne de Lester B. Pearson. Il y a également certaines ONG qui étaient souvent qualifiées par le gouvernement de façon implicite ou explicite comme étant plus progressistes. On pense entre autres à Kairos ou Alternative qui ont vu leur financement coupé par le gouvernement fédéral, encore une fois en raison de leur position pro-palestinienne et aussi entre autres de leur critique des politiques gouvernementales. Donc ça quand même, ça s'est fait aux alentours des années 2010, donc quelques années avant le blog, mais quand même ça commence à être une accumulation pas mal d'événements traumatisants, comme on dit. Il y a également, je me suis noté ici, les vérifications abusives de l'Agence de revenus du Canada auprès d'organisations qu'on pourrait dire mal aimées par le gouvernement conservateur ou qui dérangeaient un peu le gouvernement, puisqu'elles œuvraient pour la défense des droits humains ou encore pour la protection de l'environnement ou qu'elles critiquaient, encore une fois, les politiques gouvernementales. Et entre autres aussi, il y a cette fameuse liste d'ennemis qui avait fait aussi, il y avait quelques articles qui avaient été publiés là-dessus, on la qualifiait de liste d'ennemis dressée par le gouvernement conservateur où figuraient des individus et des organisations à qui on reprochait d'avoir des points de vue aussi qui divergeaient du gouvernement fédéral. Bref, je vais m'arrêter là. Je pense que vous voyez un peu le portrait, mais tous ces événements se sont déroulés pas mal aux alentours entre 2009 et 2014. Donc, 2014 étant la naissance du blog. Et on voyait qu'il y avait beaucoup d'encre qui coulait par rapport à ces différents événements. Mais c'était des articles qui étaient assez, comment je pourrais dire, pas disparates, mais publiés un peu à gauche, à droite, de façon un peu décentralisée. Et le blog Un seul monde avait un peu pour objectif, entre autres, de rassembler, de créer une plateforme où on pouvait vraiment concentrer tous ces articles, si on veut, sur des enjeux liés à la solidarité et la coopération internationale. Donc, on pense entre autres mon Dieu, les enjeux sont très variés, mais ça peut être changement climatique, santé, éducation, politique étrangère. Donc, bon, ça varie énormément. Et ce blog-là s'inspirait également de ce qui se faisait du côté anglophone, notamment. On peut penser au blog de renommée internationale, le blog Poverty Matters du journal britannique The Guardian. Il y avait aussi un blog à l'époque, je ne sais plus, je pense qu'il n'existe plus en date d'aujourd'hui, mais le blog Aid and Development Ottawa Citizen. Et donc, tout en s'inspirant un peu de ces blogs-là qui existaient, le blog Un seul monde se voulait être un blog, comme le disait Denis, un blog francophone, multidisciplinaire, qui couvre un vaste ensemble d'enjeux et de disciplines et qui rassemble aussi le milieu académique et le milieu de la pratique. Et ça a été mentionné aussi brièvement par Denis, c'est un point essentiel du blog Un seul monde, d'assurer cette parité, si vous voulez, entre les blogueurs et blogueuses issus du milieu académique et ceux et celles issus du milieu qu'on pourrait dire plus pratique, par exemple, entre autres, le milieu des ONG. Donc, à l'époque, en 2014, une fois que l'idée est venue, ensuite est venu le temps de trouver des partenaires qui pouvaient se rallier à ce projet-là. Et j'ai donc pensé cogner à la porte du CIRDIS, le Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société, qui était à l'époque dirigé par Mme Bonnie Campbell et qui est d'ailleurs une unité de recherche donc, de l'IEIM. Donc ça, c'était pour le volet académique. Et ensuite, c'était autour de frapper du côté, pas frapper, mais cogner à la porte d'une coalition d'ONG pour le milieu plus pratique. Et donc là, j'ai cogné à la porte de l'ACOSI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, qui est aussi embarquée dans le projet. Et finalement, il fallait trouver une plateforme pour héberger le blog Un seul monde. Et le Huffington Post Québec a accepté d'embarquer avec nous. Donc, en 2014, à la date de sa création, l'année de sa création, et 2018, pendant 4 ans, le blog Un seul monde était hébergé au Huffington Post Québec.
Et on comptait en 4 ans 120 articles qui avaient été publiés et approximativement 80 blogueurs et blogueuses. En 2018, pourquoi nommer 2018 particulièrement? C'est que le Huffington Post Québec, en 2018, a décidé de cesser les blogs sur leur plateforme, pas juste le blog Un Seul Monde, mais tous leurs blogs. Et donc, le blog Un Seul Monde a continué un peu d'exister grâce à la COSI et il renaît vraiment aujourd'hui, il se redynamise grâce à ce nouveau partenariat entre l'IEIM, la COSI et l'UQO et en étant hébergé sur le site de l'IEIM. Donc, voilà un peu pour le portrait de l'historique du blog Un Seul Monde. Je vais m'arrêter là parce qu'il y aurait sûrement plein d'autres choses à dire, mais peut-être pour terminer, je voulais souhaiter la bienvenue aux panélistes qui, comme Denis le disait, sont également des blogueurs et blogueuses Un Seul Monde. Et je vais laisser le soin à Marie-Claude Savard, directrice adjointe de l'OCA et responsable à la recherche et au contenu de l'IEIM, vous les présenter. Voilà, merci. Bonjour tout le monde et merci beaucoup Charles, merci beaucoup Denis, merci Charles pour le mot de bienvenue, l'introduction et la mise en contexte. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on a Saliou Koundoul qui est chargé de programme à Carrefour International où il est responsable de l'axe agriculture, environnement et changement climatique. Saliou est agroéconomiste de formation et titulaire d'une maîtrise, de deux maîtrises plutôt, d'une première maîtrise en gestion et en évaluation de projets et une deuxième maîtrise en finance. Il travaille présentement sur la mise en œuvre du PCV, du programme de coopération volontaire de Carrefour avec des collaborateurs en Afrique de l'Ouest, au Togo, au Burkina Faso, au Sénégal et au Mali. Et il a également travaillé dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'économie sociale au Québec où il a accompagné des centaines d'entrepreneurs issus de communautés culturelles ici au Québec. Je souhaite aussi la bienvenue à notre invitée Mounia Chadi de l'ACOSI, qui est sociologue spécialisée en égalité des genres. Elle est chargée de programme à l'ACOSI. Elle a un doctorat en sociologie, une maîtrise en sciences économiques. Mounia a coordonné, avant de travailler à l'ACOSI, une variété de projets d'initiatives en matière de lutte contre la violence faite aux femmes. Et elle a été journaliste également pendant une vingtaine d'années et elle est aujourd'hui auteure et metteur en scène de théâtre, donc une personne très polyvalente. Donc, elle s'est vue également décerner le prix Art et Culture du Gala des femmes arabes du Québec pour ses travaux. Mounia a également fondé au Maroc, son pays d'origine, la Ligue démocratique des droits et des femmes. Et puis finalement, je vous présente Marc-André Anzueto, qui est diplômé de l'UQAM avec un doctorat en sciences politiques. Il est présentement professeur adjoint en développement international à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, Marc-André a été boursier postdoctoral du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, du CRSH et du FRQSC, on parle en acronyme, du Fonds de recherche du Québec en société et culture. Et ses intérêts de recherche portent notamment sur les contradictions des politiques canadiennes en matière de droits humains au Guatemala puis en Colombie. Et il est également membre du comité éditorial du blog Un Seul Monde. Donc, bienvenue à nos invités et merci Mounia, Marc-André et Saliou d'avoir accepté notre invitation de participer à notre table ronde aujourd'hui et d'avoir rédigé un billet de blog. Vos contributions portent sur des thèmes là, qui sont très différents l'un de l'autre et j'aimerais donc, lors d'un premier tour de table, vous inviter à nous présenter un résumé de ce billet de blog que vous avez rédigé. On va passer par la suite à une seconde, puis une troisième ronde d'échange autour de quelques questions que j'ai très hâte de vous poser. Puis on aura également l'occasion d'échanger avec le public, à la fin de notre activité, donc une quinzaine de minutes qui seront réservées pour ça à la fin de l'activité, et d'accueillir Mme Bonnie Campbell et François Audet pour le mot de clôture.
Et ceux et celles, comme le mentionnait Denis tantôt, ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, je vous invite à nous faire parvenir vos questions, les questions pour les invités par le biais de la fonction Q&A, questions et réponses, qui se situe en bas de votre écran. Donc, on va y aller tout de suite avec un petit tour de table, un premier tour de table. Donc, j'inviterai en un premier temps Saliou à nous parler d'entrepreneuriat des jeunes femmes au Sénégal. Je te cède la parole, Saliou. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Marie-Claude, merci beaucoup Denis, merci beaucoup à toute l'équipe qui est derrière cette belle organisation. Je vous dirais que ça me fait un grand plaisir d'être associé à cette belle activité de JQSI, bien entendu aussi avec les rendez-vous pour Guérin-la-Joie. Je trouve tellement important d'aborder des thématiques spécifiques telles que l'entrepreneuriat jeunesse féminin dans le contexte de la coopération internationale. Et ça fait l'objet d'un billet de blog, comme l'a mentionné Marie-Claude tantôt. Je vais juste tenter de faire un bref survol sur notre billet paru dans le blog Un seul monde, il faut retenir le nom, Un seul monde, portant sur les enjeux et les défis de l'entrepreneuriat des jeunes femmes en milieu rural sénégalais. Je terminerai en revenant un peu sur quelques stratégies ou solutions à petite échelle qui ont été initiées par Carrefour International avec ses partenaires locaux, bien entendu. Mais j'aimerais souligner auparavant que ce billet est une coproduction avec Madame Assounian, certainement connectée derrière les ordinateurs. Et pour revenir au biais des blocs, parlons un peu des enjeux. Je dirais que c'est multiple. On va essayer de les ramasser vite. Je dirais qu'il y a eu beaucoup d'enjeux qui sont multiples autour de l'entrepreneuriat jeunesse féminin et surtout en milieu rural. Si on reprend les statistiques de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal, qui comptait en janvier 2020 que la population sénégalaise était estimée à près de 16,7 millions d'habitants et que la moitié de cette population a moins de 20 ans. Pour caricaturer, c'est comme si on disait que toute la population québécoise avait moins de 20 ans. Ça amène beaucoup d'actions, certainement. Et de cette population, plus de la moitié vit principalement d'activités agricoles et d'élevage, donc vit en milieu rural. Et le taux d'emploi de cette population est très faible auprès des jeunes femmes en particulier et des femmes de façon générale. On est à moins de 30% contre 50% au niveau des hommes. Et finalement, on se rend compte que la population jeune femme est vraiment la première victime du sous-emploi et du chômage au Sénégal. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'initiative ou bien de politique. Oui, dans les 10 dernières années, il y en a des politiques, mais rares ont été des politiques qui sont dirigées de façon spécifique vers cette cible. Et peut-être que les défis sont énormes, effectivement, et on en a listé pas mal dans le biais de blog. Je vous inviterai même d'ailleurs à aller visiter ce blog. Mais on retiendra principalement comme défi l'insuffisance des réseaux et l'accès à l'information pour la jeune femme en milieu rural. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Et par la suite aussi, on retrouve que la jeune femme en milieu rural moins organisée est presque invisible à l'échelle de la communauté. C'est difficile d'accéder à cette clientèle puisqu'elle est noyée dans une communauté avec des barrières socioculturelles très lourdes. Et ce qui amène à un accès assez limité aux ressources, puisqu'elles sont confrontées à des tâches familiales qui n'en finissent pas. Et parfois même, elles sont victimes d'une marginalisation sociale dans le cadre de certaines communautés. Et à cela, il faut ajouter aussi tous les problèmes liés à la justice, aux violences basées sur le genre. Je veux dire par là des mariages forcés, des grossesses non désirées. Donc, toute une kyrielle de défis qui fait que le cheminement vers l'entrepreneuriat de la jeune femme en milieu rural est très complexe.
Mais cela ne nous a pas empêché, Carrefour et ses partenaires, d'explorer quelques stratégies ou des solutions à petite échelle. C'est ça qu'on a essayé de faire. Et sachant que la jeune femme en milieu rural avait vraiment un problème d'accès au réseau, un problème d'accès à l'information, puisque pour aller en entrepreneuriat, il faut avoir accès à l'information. Donc, les solutions à petite échelle qui a été développées, c'est de travailler avec des organisations réseau. Et je veux citer par là des organisations comme le réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal. Je peux citer aussi l'UNSCF, c'est l'Union des femmes coopératrices du Sénégal. Ce sont des organisations paysannes tentaculaires qui ont une présence un peu à l'échelle de tout le pays, dans chacune des régions, et qui permettaient, avec la collaboration avec Carrefour, de développer un entrepreneuriat inclusif, d'aller chercher au-delà des villes les jeunes femmes, et qui permettait aussi de renforcer à travers des activités, des programmes de renforcement des capacités, de renforcer les capacités de ces organisations réseau, capables par la suite d'offrir un service de proximité, mais adapté aux besoins de la jeune femme. Et aussi, je citerai par là le fait de faire la promotion de la relève entrepreneuriale, parce que avec ces organisations réseau, la promotion de la relève entrepreneuriale qui a été développée par Carrefour a essayé à un peu amener ces organisations à s'ouvrir, à accueillir des jeunes femmes et par là à en faire des acteurs actifs par rapport à l'entrepreneuriat. Et un dernier point qui a été aussi peut-être mené rondement par Carrefour, c'est dans ces programmes, dans ces projets, c'était finalement aussi d'amener tranquillement l'élément qu'on appelle, je peux dire, le quota. Dans certains projets, on travaille avec les partenaires à ce qu'il y ait un quota qui est alloué à la jeune femme en milieu rural pour qu'elle puisse participer activement aux activités de formation, mais aussi pour qu'elle puisse participer au développement entrepreneurial. Donc, voilà un peu de façon assez ramassée, très vite, ce qui a été abordé dans le biais de blog. Je vous invite à visiter le blog pour avoir plus de détails. Et je reste ouvert au cas où il y a des questions autour de cette thématique à échanger avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Saliou. Mounia, donc ça va être à ton tour de nous parler de justice migratoire. Je voulais simplement noter que le billet de blog de Mounia vient tout juste de paraître ce matin sur le site du blog Un Seul Monde, donc c'est tout frais. Donc, à toi la parole, Mounia. Ah, il faut allumer le microphone, Mounia. OK. Une petite seconde est passée. Donc, en fait, ce thème-là de la justice migratoire, c'est un slogan que j'ai emprunté aux Journées québécoises de solidarité internationale qu'organise en ce moment même la COSI et qui se déroule depuis le 4 novembre et se prolonge jusqu'au 14 de ce mois. Tout d'abord, pour parler de justice migratoire, il est important qu'on soit conscient que les migrants ne sont pas si nombreux que ça dans le monde. Les personnes ou les populations migrantes, toutes catégories confondues, ne dépassent pas les 3,5%. Mais les populations migrantes font beaucoup parler d'elles parce qu'elles changent la donne au niveau international. Ils impactent les processus sociaux, politiques, ils impactent la dynamique de la mondialisation aussi. Alors, pourquoi doit-on approcher le sujet de la migration mondiale sous l'angle de la justice ? En fait, c'est parce que l'injustice de la migration ne cesse de se systématiser dans l'approche des pays du Nord face à ces flux migratoires qui proviennent essentiellement des pays du Sud. Ce qui se passe, c'est que sous les crises économiques que traversent plusieurs pays du Nord et sous les
politique de lutte contre le terrorisme, et s'accentue le racisme et la xénophobie. Et cela se reflète par une institutionnalisation du contrôle serré aux frontières et par un examen très sélectif du statut de réfugié. Or, les réfugiés ne cessent d'augmenter. Dans leur cas, on parle de migration forcée. La migration forcée augmente d'une façon spectaculaire. Il y a maintenant plus de 79 millions de personnes qui ont migré pour des raisons, pour des contraintes. Ils n'ont pas choisi la migration, ils y ont été forcés par les guerres, par la famine, par toutes sortes de formes de violence. Alors, parmi les migrants forcés, les réfugiés sont 26 millions, et parmi ces 26 millions de réfugiés, la moitié sont des femmes et plus que la moitié sont des enfants. Et parmi ces enfants, il y a un grand nombre d'enfants non accompagnés, donc exposés à toutes sortes de dangers. On constate dans le cadre de ces injustices systématisées que les femmes et les enfants sont les plus exposés à toute forme de dépendance et de domination parce qu'ils sont les plus vulnérabilisés et objets de violence et même de la traite des êtres humains. En principe, l'humanisme voudrait qu'un enfant migrant, dans le cas d'un enfant migrant, ce qui primerait, c'est le principe des intérêts supérieurs de l'enfant. Mais ce n'est pas ça qui arrive. Ce qui domine, c'est les expulsions des enfants aux frontières vers des pays insécuritaires. Et pour les questions des femmes, même au Canada, qui a été le premier pays à émettre des directives de protéger les femmes persécutées en raison de leur genre, même au Canada, les femmes migrantes se trouvent exposées à la dépendance envers leurs conjoints et ou envers leur employeur. Alors, c'est dans l'esprit de la lutte contre cette tendance d'injustice systématisée envers les migrants que s'inscrit la justice migratoire. Et il importe de souligner que la justice migratoire ne signifie pas d'améliorer les politiques humanitaires. Les politiques humanitaires qui sont en fait viennent d'une idéologie qui s'est propagée au lendemain de la guerre mondiale. En fait, la justice migratoire, ce qu'elle clame, c'est le droit au droit. Qu'on soit du pays ou qu'on soit une personne migrante, le principe de la justice migratoire, c'est que le migrant et la migrante aient droit au droit. C'est vers cela que devrait tendre l'action des mouvements sociaux pour la justice migratoire, de façon à coordonner les efforts pour aller vers un monde solidaire où la justice envers les personnes migrantes ferait partie d'une justice globale. Et on pourrait vraiment résumer l'idée de la justice migratoire sous le terme « le droit au droit » pour les personnes migrantes. Merci beaucoup, Mounia, pour cet exposé d'un thème très complexe. J'invite maintenant Marc-André à nous parler de justice transitionnelle au Guatemala. Merci, Marie-Claude. Merci. Bonjour tout le monde. Merci à Saliou, Mounia, pour vos interventions. C'est en effet des excellents blogs. J'ai lu celui de Mounia qui vient juste de sortir aujourd'hui, extrêmement intéressant. Moi, je touche le thème du Guatemala, plus précisément le lien entre la coopération internationale et la justice transitionnelle. Mon article met surtout l'accent sur l'expérience de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala, connue sous le nom de la CICIG, qui a fait un travail quand même assez impressionnant dans un court laps de temps entre 2007 et 2019.
Et cette commission internationale, malheureusement, elle a pris fin l'année dernière par décret, par ordre présidentiel, en dépit de son travail assez impressionnant dans la lutte contre l'impunité dans un pays en situation de post-conflit. Donc, le biais que je vous invite à aller lire, je cherche à rappeler un peu quelles sont les principales avancées de cette expérience quand même assez singulière de la coopération internationale. Peut-être pour comprendre un peu c'est quoi cette machine, c'est quoi cette Commission internationale contre l'impunité, une petite mise en contexte pour ceux et celles qui ne savent pas. Le Guatemala est un des pays qui a connu un des plus longs et violents conflits armés internes en Amérique latine, 36 ans, qui a pris fin en 1996. Dans la période post-conflit, après 1996, malgré le fait que le conflit armé était terminé, on a assisté à une hausse des attaques contre les défenseurs des droits humains au début du 21e siècle. Pire encore, un parti politique d'extrême droite arrive au pouvoir avec des gens qui sont liés aux atrocités, aux massacres commises dans les années 80. Dans ce contexte-là, la présence internationale, qui était déjà là depuis les années 90, il y avait une mission des Nations unies, était sur le point de partir du Guatemala. Et là, c'est un moment assez intéressant où la société civile guatémaltèque, en lien avec la société civile transnationale dans des pays donateurs, donc Canada, Europe, États-Unis, de concert avec la communauté des pays donateurs au Guatemala, ont décidé de mettre sur pied, au milieu des années 2000, cette commission pour démanteler les structures criminelles qui étaient en train de gangréner les institutions démocratiques guatémaltèques. Et donc, la CICIG, c'est vraiment une initiative sui generis, unique en son genre, en matière de justice transitionnelle et de renforcement de l'état de droit. En effet, ce qui est vraiment intéressant, c'est que plusieurs des personnes visées par le travail de la CICIG sont liées aux violations massives de droits humains commises durant et après le conflit armé guatémaltèque. De façon très succincte, certaines réalisations, la CICIG a notamment contribué en travaillant avec les procureurs guatémaltèques à mettre en accusation et même emprisonner des gens qui étaient considérés intouchables dans un pays où l'impunité faisait loi. Des hommes d'affaires, des acteurs du crime organisé, des politiciens et même d'anciens présidents. Donc, c'est en 2015, il y a l'affaire de corruption La Línea qui a notamment fait couler beaucoup d'encre. Et après 2015, disons, la CICIG faisait un excellent travail et a commencé à faire des enquêtes auprès même du président en poste à l'époque, Jimmy Morales. Et donc, la période 2015-2018, malheureusement, on voit des tractations au sein de l'oligarchie guatémaltèque et avec le changement de présidence aux États-Unis avec l'administration Trump, des négociations derrière les rideaux pour mettre un terme au travail de la CICIG, déclarer persona non grata le commissaire, etc. Il n'en demeure pas moins que pendant sa période, l'exemple de la CICIG a marqué les esprits en Amérique latine, surtout pour des pays qui ont connu des conflits armés internes. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Quelques conclusions, c'est que l'appui financier des principaux pays donateurs de la coopération internationale a donc permis à la CICIG de s'ériger comme une instance internationale indépendante du gouvernement guatémaltèque pour réaliser son mandat pendant quelques années. Et cette présence internationale dans un pays en situation de post-conflit a notamment contribué au renforcement des capacités, notamment en matière d'enquête criminelle complexe, et aussi de renforcer les capacités et de l'indépendance des institutions nationales. Et ce qui, je conclus parce que c'est encore dans quelque chose à surveiller, c'est que l'expérience de la CICIG a inspiré d'autres pays en Amérique latine, notamment en Amérique centrale, où ils sont, pensez au Honduras ou El Salvador, où ils sont soumis justement à des problématiques liées à l'impunité et des acteurs non étatiques liés au narcotrafic qui viennent gangréner, donc des modus operandi assez similaires à ce qui a été démantelé au Guatemala. Et donc, le texte, justement, lance un appel à surveiller l'expérience similaire qui est actuellement en place, par exemple, au El Salvador, et qui met de l'avant l'importance de la coopération en lien avec des processus de justice transitionnelle suite à un conflit armé interne.
Merci beaucoup, Marc-André, pour ta présentation et merci à Mounia, à Saliou et à d'autres contributeurs et contributrices au blog qui ne sont pas présents aujourd'hui. Donc, on voit que les contributions des auteurs sont très diversifiées, qui abordent plusieurs volets de ce vaste et riche univers de la solidarité internationale. On voit que c'est multidisciplinaire, multi-acteurs. Notre activité aujourd'hui, comme l'a mentionné Denis tantôt, s'inscrit dans la programmation des JQSI, dont l'objectif est de sensibiliser le public aux enjeux d'injustice et d'iniquité à l'échelle mondiale, mais aussi de valoriser le travail des organisations de coopération internationale, des OCI, et aussi le rôle des acteurs étatiques qui participent à la mise en œuvre là, de politiques publiques, d'initiatives de justice sociale et de solidarité. Donc, dans vos présentations et dans vos billets de blog, vous avez abordé le rôle d'une grande variété, d'une diversité d'acteurs étatiques ou d'acteurs de la société civile dans différents contextes. Alors, pour notre premier tour de table, où je vous invite à vous exprimer, j'aimerais vous entendre vous exprimer sur la question suivante. Donc, en vous référant à votre domaine d'expertise, à votre sujet de recherche ou même à votre travail, en quoi la présence de la société civile est-elle essentielle à la coopération internationale? Le modèle canadien ou le modèle québécois de coopération repose beaucoup sur la participation d'organisations de la société civile ou d'ONG pour la mise en place d'initiatives de solidarité. Mais la valeur de la société civile s'étend-elle au-delà de ce type de collaboration? Donc, Marc-André, étant donné que tu as été le dernier à parler tantôt, je t'invite à être le premier à réagir. Merci beaucoup, Marie-Claude. Excellente question. Le défi, c'est d'essayer d'y répondre de façon succincte. Je vais répondre oui, d'abord, par rapport à la présence de la société civile. Oui, et je vais articuler ma réponse en lien avec mon champ d'expertise, qui est surtout la politique étrangère du Canada vis-à-vis de l'Amérique latine depuis, mettons, la moitié du 20e siècle. Et donc, je vous dirais que oui, d'une part, parce que c'est le rôle des acteurs de la société civile qui ont profondément altéré puis modifié la notion quand même très classique là, en relations internationales d'intérêt national, l'intérêt du bailleur de fonds, qui est souvent exprimé purement en termes économiques ou sécuritaires. Je pense que le rôle de la société civile sur le plan historique, dans le cas du Canada, a contribué, surtout post-1968, à mettre de l'avant les valeurs, les préoccupations des citoyens, des citoyennes, de plus en plus interconnectés et préoccupés par qu'est-ce qui se passait au-delà des frontières nationales. J'aime beaucoup les travaux classiques, par exemple, de ce qu'on appelle les réseaux transnationaux de militants sans frontières à la Keck et Seeking. Et puis, je pense que dans le cas du Canada, à l'égard de l'Amérique latine, il est quand même toujours important de rappeler qu'il y a vraiment toute une série d'acteurs, comme que ce soit des organisations religieuses, syndicales, des groupes de recherche, des organismes de soutien à la solidarité, qui ont fortement contribué à changer la direction initiale de la politique étrangère vis-à-vis des crises et des conflits. Vous pouvez penser au Chili, Nicaragua, Guatemala. Et ces réseaux transnationaux ont perduré à travers le temps. Et je crois que si le gouvernement canadien tend bien que mal à aborder la question justement des problématiques liées à l'extractivisme, mais beaucoup des gens qui se mobilisent et qui essaient de visibiliser l'impact de ces politiques et de l'appui des différents gouvernements canadiens à l'industrie minière, par exemple, c'est vraiment en lien avec ces acteurs historiques et c'est ce qui permet justement de sensibiliser, de visibiliser encore de nos jours et le gouvernement doit quand même prendre acte de cela et même si les solutions mises de l'avant ne sont jamais parfaites, mais il ne peut pas les ignorer. Donc oui, je crois que c'est extrêmement important pour répondre à la question. Merci beaucoup, Marc-André. Donc, une belle réflexion sur l'importance des réseaux transnationaux, puis comment ces réseaux-là et la société civile contribuent à façonner les politiques publiques. Donc, Mounia, à toi la parole. Je t'invite à réagir sur cette question.
en allumant ton microphone, s'il vous plaît. En fait, merci et désolé pour le micro. En fait, moi, je pense que la présence de la société civile est primordiale. Pourquoi? Parce qu'elle contribue à contrer l'asymétrie qui existe dans les rapports Nord-Sud en matière de coopération internationale, où le Nord est dominant par ses finances, par ses politiques dans le cadre de ces rapports. C'est-à-dire que de plus en plus d'organisations de coopération internationale du Nord et d'organisations de la société civile du Sud sont en train de prendre conscience de cette réalité d'asymétrie dans les rapports et sont en train d'explorer des stratégies pour en atténuer l'influence. Et cela passe par des programmes où on essaie de s'assurer que les populations pauvres et les groupes subalternes deviennent, en dépit de cette asymétrie persistante, les sujets de leur propre développement. Et dans les relations entre les OCI du Nord et les organisations de la société civile du Sud, il y a cette perspective de la prise des populations du Sud, de leur développement en charge par leur implication dans les processus décisionnels qui concernent les politiques et les programmes. Alors, dans un tel esprit, le modèle de développement dans lequel on se projette n'est pas celui qui prend les pays du Nord pour modèle. Dans chaque pays, le modèle vers lequel on essaie que les programmes à long terme se projettent, on essaie que ça émerge d'un effort complexe de réflexion et d'action qui implique les organisations de la société civile des pays du Sud et particulièrement les organisations qui mènent des luttes pour les droits des femmes et l'égalité de genre. Et cette prise en charge des populations de leur propre sort dans le sens de décider des programmes de leur développement passe aussi par la décolonisation des savoirs. Parce que les savoirs, même dans les réflexions quant aux questions du développement et de la coopération internationale, les savoirs sont encore dominés par les intellectuels et toutes sortes de producteurs de savoir au niveau du Nord. Donc, il est important aussi de reconnaître les recherches et les initiatives qui émanent des organisations de la société civile des pays du Sud. L'idée vraiment est une implication des actrices et acteurs du Sud dans la réflexion et l'action en vue d'un développement, d'un processus de développement qui les serve. Et cette tendance évolue au sein des organisations qui interviennent dans la coopération internationale et c'est une tendance à encourager fortement. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention pertinente qui rejoint mes intérêts de recherche, notamment en décolonisation des savoirs. Puis en parlant de relations et de rapports entre acteurs du Nord et du Sud et d'asymétrie, je demanderais à Saliou de réagir. Toi qui travailles avec des partenaires sur le terrain dans plusieurs pays d'Afrique, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je vais y revenir avec des exemples concrets de réalisation, mais auparavant, si on revient sur ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable pour l'agenda jusqu'en 2030, au fait, la société civile est un maillon clé pour la mise en œuvre de ce projet mondial. Et c'est un maillon tellement essentiel qui, sans
cette société civile, on ne pourrait pas parler de sa mise en œuvre. Et la valeur ajoutée de la société civile se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire de jouer le pont entre les politiques et les programmes qui sont dessinés, mais qui doivent être exécutés sur le terrain. Et si on revient sur les objectifs de développement durable, il y a 3 préoccupations essentielles. C'est-à-dire mettre fin à l'extrême pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice, et aussi lutter contre les changements climatiques. Ça, c'est 3 préoccupations qui sont dessinées et qui doivent être mises en œuvre. Et pour la mise en œuvre de ces 3 préoccupations, ça prend des actrices, ça prend des acteurs. Et c'est la société civile qui peut faire. La société civile, de façon concrète, si on revient sur la thématique qu'on vient d'aborder tantôt sur l'entrepreneuriat jeunesse et féminin en milieu rural, moi, je peux vous donner des exemples concrets. Le schéma, l'écosystème entrepreneurial n'est pas présent en milieu rural, dans le contexte du Sénégal. Et il a fallu la société civile canadienne associée à une société civile sénégalaise pour amener cet écosystème dans des endroits et rejoindre des populations qui ne seraient pas rejointes. Et encore, les outils, les appuis pour rejoindre cette population, pour déployer cet écosystème en milieu rural, ce sont des programmes québécois, ce sont des programmes canadiens. Je peux citer le programme québécois de développement international, le PQDI. C'est un projet, mais le projet, il va falloir l'implémenter sur le terrain auprès des bénéficiaires. Ce ne sont pas les fonctionnaires du ministère qui vont l'implémenter, c'est la société civile qui va porter ce programme auprès d'une société civile homologue pour déployer ça auprès des bénéficiaires cibles. C'est valable aussi pour le programme de coopération volontaire. C'est un programme qu'on bâtit, mais ce programme doit être mis en œuvre. Et mieux encore, la société civile, par exemple canadienne ou québécoise, va au-delà de ça. Moi, je me rappelle bien d'un cas très précis où on est allé faire du plaidoyer auprès d'une mairie pour soutenir des activités d'autonomisation économique. Et pourtant, sans cette coalition de la société civile canadienne et la société civile sénégalaise, peut-être que ce plaidoyer ne serait jamais entendu et qu'il n'y aurait pas de gain de cause. Mais donc, on revient sur ce que Marc-André disait, cette transnationalité des actions, des préoccupations. Et ça, c'est la société civile qui le porte. Et aujourd'hui, toute la question autour de l'égalité genre, la politique d'aide internationale féministe du Canada, c'est une politique. Mais une politique, il va falloir le décliner par des actions sur le terrain. Et ça, c'est la société civile. C'est là où on retrouve toutes les valeurs ajoutées. Moi, je ne parlerai pas d'une valeur ajoutée, mais d'une kyrielle de valeurs ajoutées. Voilà un peu. Et pour terminer, je pense que moi, j'ai vu grandir, se professionnaliser des organisations locales qui sont passées d'un point A à un point T. Donc, et ça, c'est en travaillant avec les sociétés civiles d'ailleurs, québécoises ou canadiennes. Donc, il y a un nivellement vers le haut. Oui, la valeur ajoutée, elle est intrinsèque, mais aussi elle est externe, puisque le partenaire qui travaille avec une organisation OCI canadienne, et aussi apprend et se professionnalise. Et c'est ça qui va, ça amène un développement à la base. Et c'est ça qui va faire bouger les lignes au sommet qui sont plus ou moins rigides. Voilà un peu mon point de vue là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Saliou. Donc là, on voit que la société civile, selon vos réponses, a un rôle d'influence des politiques publiques, joue un rôle au niveau de la déconstruction des relations de pouvoir, même de la décolonisation de la solidarité internationale, joue un rôle au niveau de l'atteinte des objectifs de développement durable, permet de recentrer aussi les actions sur les besoins des populations locales par la mise en œuvre là, sur le terrain.
Merci beaucoup pour ces interventions. On va passer à un deuxième tour de table avec une question qui aborde les politiques publiques puis les pratiques de coopération internationale sur lesquelles je vous inviterai à poser un regard critique, parce que ceux et celles qui me connaissent savent que j'aime poser un regard critique sur à peu près tout. J'aimerais faire un retour par cette question sur le sujet de notre table ronde aujourd'hui, qui est les retombées de la solidarité internationale. Pour qui et pourquoi? Et Saliou, tantôt, tu as parlé de la politique féministe, de notre fameuse politique d'aide internationale féministe du Canada. Et je me souviens d'avoir lu l'introduction, et dans l'une des premières phrases qu'on lit dans ce document-là, dans cette belle politique, c'est écrit que les Canadiens sont plus en sécurité quand le reste du monde partage leurs valeurs. Ou on pourrait peut-être en déduire qu'il y a une certaine instrumentalisation, puis ça c'est mon regard critique, une certaine instrumentalisation du programme de solidarité internationale à des fins de sécurité nationale. Quand on dit que le Canada est peut-être plus en sécurité quand le reste du monde partage ses valeurs et sa vision. Donc, à votre avis, les programmes d'intervention et les politiques publiques de coopération internationale répondent-ils avant tout à des préoccupations d'origine québécoise ou canadienne ou à des préoccupations locales qui émanent des pays du Sud? Mounia, j'aimerais t'entendre t'exprimer à ce sujet. En fait, moi, ma réponse s'inscrirait dans ce que j'ai dit auparavant, que les rapports sont asymétriques. Ceux qui détiennent la décision sont ceux qui sont dominants dans l'économie mondiale. Donc, à la base, on part d'une asymétrie de la coopération. Même la notion de gouvernance qui est actuellement très en vogue ne doit pas masquer cette réalité-là. Le noyau dur de la coopération internationale est celui qui a servi jusqu'à présent la mondialisation économique et la libération des échanges à l'échelle mondiale. Le problème, c'est au niveau de la pensée dominante qui est à changer. Que ce soit au Canada ou ailleurs dans le Nord. Selon Gilbert Rist, qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là, la pensée dominante du développement participe d'une croyance occidentale dont les pratiques civilisatrices sont énoncées comme des vérités. Cette croyance repose sur la construction de l'imaginaire du développement qui est lui-même défini par son contraire, le sous-développement. Et donc, le sous-développement par conséquence, est perçu comme un retard d'un développement capitaliste, retard à combler. Moi, je pense que c'est dans cette essence de la pensée qui vient d'une pensée colonialiste et qui persiste, qui est à changer pour que l'asymétrie dans les rapports nord-sud change et pour que les politiques puissent refléter plus les préoccupations locales. Et pour moi, je table vraiment, comme je l'ai dit auparavant, je table vraiment sur la proximité qui est en train d'émerger et d'évoluer dans les rapports entre les organisations de coopération internationale et les organisations de la société civile dans les pays du Sud. Plus il s'éloigne de cette pensée colonialiste et qu'il développe des savoirs communs qui vont dans le sens d'impliquer le plus possible les femmes et les hommes du Sud et
et les producteurs du savoir dans le Sud dans le processus d'analyse des préoccupations locales et dans les processus d'élaboration de politiques pour intervenir sur ces préoccupations locales. J'encourage beaucoup cette tendance et je pense que sous l'angle du genre et qui lie le développement et le genre et l'égalité des droits des femmes et des hommes, il y a des perspectives, mais c'est des perspectives de très long terme qui peuvent évoluer. Merci. Merci beaucoup, Mounia. Donc, ça rappelle l'importance de la société civile, justement, dans ce travail de décolonisation des savoirs ou même de valorisation d'une plus grande diversité de savoirs. Marc-André et Saliou, je vous invite également à réagir. Merci. Vraiment super intéressant ce que Mounia vient de mettre de l'avant. En effet, tous les rapports asymétriques sont extrêmement importants à prendre en considération. Pour revenir à la question, disons, moi, je répondrais d'un point de vue, par exemple, des politiques gouvernementales, des politiques canadiennes de droits humains. Donc, je crois qu'on pourrait parler d'un altruisme intéressé, dans le sens où on conjugue des préoccupations de la société civile d'ici, qui est en lien et en dialogue avec des partenaires au Sud, mais ils sont articulés aussi avec certains objectifs, certains intérêts nationaux que j'ai pu parler précédemment, souvent exprimés en termes sécuritaires ou économiques. Une forme d'intervention que je trouve particulièrement intéressante, parce que c'est un peu là-dessus que je travaille depuis quelques années, c'est tout l'approche basée sur les droits humains en matière de développement, où on voit vraiment cette combinaison de préoccupations à la fois locales, surtout les partenaires dans les pays du Sud, et des préoccupations plutôt nationales, provinciales. Il y a un excellent texte, je ne sais pas si certains l'ont déjà lu, de Benoît Descaries-Secours, où il fait référence justement à la rights-based approach au développement, où il parle d'un usage militant, d'un usage conservateur des droits humains, l'usage militant pour émanciper justement pour les préoccupations locales, notamment auprès de populations en situation de vulnérabilité avec les droits humains bafoués, qui peuvent utiliser des instruments juridiques pour rompre un peu avec des situations d'inégalité ou d'injustice. Et il y a l'usage plutôt conservateur qui serait plutôt à l'image des intérêts du bailleur de fonds. Et donc, dans cette vision-là, par exemple, pour faire un lien avec le texte sur la CICIG, et pour faire un lien aussi avec qu'est-ce que Charles a mentionné quand le blog a été créé en 2014, je tiens quand même à souligner que le gouvernement canadien de Harper a été l'un des principaux bailleurs de fonds de la CICIG autour de l'année 2007. Pourquoi? Bien, ça s'inscrivait dans la stratégie des Amériques du gouvernement Harper. Et donc, le renforcement de l'état de droit, ça peut, d'une part, justement, favoriser un environnement plus stable pour les investissements économiques canadiens, surtout dans un secteur comme le secteur extractif. Mais pour des défenseurs de droits humains, la notion d'état de droit, ça peut justement garantir, ça peut les faire avancer dans des causes comme des cas emblématiques de litiges stratégiques de droits humains. Donc, le travail de la CICIG a permis, d'un autre côté aussi, certaines avancées par rapport à des violations massives de droits humains dans le Guatemala post-conflit. Donc, là, on a justement une espèce d'illustration de ces deux côtés. Et je pense que beaucoup, ça a été mentionné, mais un peu dans ce sens-là, mais les droits humains, d'un point de vue conservateur ou statu quo, depuis les années 90 jusqu'à nos jours, c'est souvent mis de l'avant avec la bonne gouvernance, la règle de droit, etc. Donc, il y a une certaine... Moi, je le vois comme un champ de bataille, puis dans le champ du développement, ça inclut un peu les deux préoccupations, disons-le. Merci beaucoup, Marc-André. Le terme altruisme intéressé, j'aime bien. Je pensais à conjugaison, mais altruisme intéressé, c'est un bon terme. Saliou, qu'est-ce que tu en penses? Mais, moi, je vais revenir encore sur les trois préoccupations fondamentales à l'heure actuelle à l'échelle planétaire. C'est l'extrême pauvreté, c'est l'injustice, c'est les inégalités,
et les changements climatiques. Je pense que si on revient sur le nom du blog Un seul monde, ça veut dire que les frontières disparaissent. Il va falloir travailler à réduire la pauvreté à toutes les échelles dans n'importe quel coin du monde. Il va falloir travailler à réduire, sinon à lutter contre toute forme d'inégalité et d'injustice. Et il faut travailler aussi à l'échelle planétaire sur les problèmes climatiques. Et à ce niveau-là, moi, je pense que les préoccupations se croisent. Les préoccupations qu'on dit canadiennes ou bien les préoccupations qu'on dit africaines se croisent, puisque c'est des préoccupations qui n'épargnent pas, qui n'épargnent personne. S'il y a une extrême pauvreté en Afrique, regardez aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez de près les nouvelles du côté du Sénégal, les pirogues qui quittent la petite côte pour aller vers l'Europe. Je ne dis pas des bateaux, je parle de pirogues. Et pas plus tard que la semaine passée, où il y a de cela 2 semaines, on parle de centaines de morts. Parce que c'est dû à quoi? Ben, c'est dû à une extrême pauvreté. Il n'y a plus la dignité, donc il faut trouver des solutions. C'est pourquoi, moi, je ne dis pas que je ne poserai pas la question comme préoccupation d'origine canadienne ou autre, mais c'est beaucoup plus réfléchir en termes d'efficacité aujourd'hui sur ce qu'on fait. Tous les programmes, tous les projets qu'on déploie, c'est de les rendre le plus efficaces possible, puisque les 3 préoccupations majeures sont des préoccupations des pays du Sud. Quand on parle d'extrême pauvreté, on ne pense pas au Québec, on ne pense pas au Canada, on pense à un petit Togolais, Sénégalais, dans le fond fin, qui n'arrive pas à avoir moins de $1 par jour. On pense aussi à des villages qui sont ravagés par soit des torrents d'eau ou bien par la sécheresse et qui par un effet cumulé, impacte maintenant sur l'inégalité entre les gens, entre la femme et l'homme. Je pense que régler la question de l'inégalité au niveau du genre, on ne peut pas l'imputer à un pays. La justice, c'est quelque chose de transnational. On devrait accorder les mêmes chances de réussite aux femmes dans n'importe quel coin du monde et les droits dans n'importe quel coin du monde. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et vous n'allez pas me dire que la population féminine ne veut pas être des leaders, ne veut pas être des chefs d'entreprise, ne veut pas être au devant de la scène. Elle en veut, mais il n'y a pas d'opportunité. Ou bien il y a des barrières à l'entrée. Et qui peut aider maintenant à faire reculer ces barrières, à les casser? C'est la société civile. C'est pourquoi elle joue un rôle de tampon. C'est vrai, les politiques définissent, dégagent des orientations, mais la société civile qui connaît peut-être le contexte du projet d'origine et du terrain de mise en œuvre, pas amené à tenir compte des différences et des spécificités pour le rendre plus efficace. C'est en termes d'efficacité, mais les préoccupations, moi je pense que si on dit que ça répond déjà à ceux qui en ont le plus besoin. Et ceux qui en ont le plus besoin, je pense que c'est très clair, c'est dans les pays en développement. Maintenant, c'est juste de le rendre beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace et tenant compte de certaines variables. Moi, c'est un peu ça mon point de vue par rapport à... Et ça rejoint, je pense, ce que Mounia disait aussi en termes de migration. Donc, voilà, merci.
Merci Saliou, merci Marc-André, merci Mounia pour ces perspectives très diversifiées. Donc, on a parlé d'asymétrie de pouvoir, on a parlé d'altruisme intéressé, on a parlé aussi de préoccupations qui se croisent ou de convergence de préoccupations parce que l'iniquité sociale ou la pauvreté, c'est quelque chose qui nous touche à l'échelle mondiale. Il nous reste qu'une quinzaine de minutes avant de clore notre activité. Donc, très rapidement, j'aimerais vous poser une question encore plus critique. J'invite quiconque a envie de se prononcer à y répondre, mais de façon très, très succincte. Donc, la dernière question que j'ai pour vous, c'est une question, en fait, c'est la question qui est posée dans le titre de notre table ronde, « Les retombées de la solidarité internationale, pour qui et pourquoi ?» Moi, ayant travaillé à la gestion du PCV, du programme de coopération volontaire, avant d'être à l'UQAM, je m'intéresse à ce qui se passe en ce moment dans la communauté d'envoi de volontaires à l'étranger, la communauté des OCI. Puis on voit bien que le PCV, qui est financé par Affaires mondiales Canada, est présentement en stand-by, donc il est un peu en arrêt d'activité, étant donné l'impossibilité de déployer des volontaires canadiens à l'étranger évidemment à cause de la pandémie et des restrictions à la mobilité. Donc, on propose aux organisations de recruter des Canadiens qui sont présentement à l'étranger plutôt que dans les pays d'intervention, plutôt que de les recruter à partir du Canada et de les déployer, de les envoyer à l'étranger. Mais cette contrainte-là, évidemment, réduit le bassin de recrutement considérablement, étant donné qu'il y a eu évidemment un rapatriement en masse aussi de Canadiens qui étaient à l'étranger. Donc, on nous dit qu'il faut recruter des Canadiens qui sont à l'étranger plutôt que de recruter du personnel local ou des coopérants qu'on appelle sud-sud dans le milieu, des coopérants locaux qui pourraient effectuer le travail auprès des organisations à la place des Canadiens. Donc, moi, quand j'entends ça, je me dis, le programme de coopération canadien, mais à quel objectif répond-il? Est-ce que ce serait peut-être un programme qui répond à des objectifs ou à des priorités ou à des soucis de représentation canadienne à l'étranger si on insiste que ce soit des Canadiens qui soient à l'étranger, ou est-ce que ça répond véritablement à des besoins et des priorités qui sont exprimés par les collaborateurs sur le terrain? Alors là, on a 1 ou 2 minutes. J'invite quelqu'un à répondre, à réagir à cette dernière question. Puis après ça, on va prendre des questions du public qui ont commencé à entrer. Moi, je dirais que, au fait, le programme n'est pas en arrêt. Il est vrai que le contexte sécuritaire fait qu'on ne peut pas envoyer puisque les frontières sont fermées. Mais au fait, il y a des pistes de solutions et ce que vous venez de dire, ce n'est pas la seule piste de solution qui est mise de l'avant. C'est vrai que dans un contexte particulier, il faut réfléchir et trouver des alternatives. Et ce que vous venez de dire est une des solutions parmi tant d'autres qui sont déjà déployées. Donc, le fait de s'appuyer sur des coopérants canadiens déjà sur place est une solution qui est envisagée. Mais derrière ça aussi, il y a d'autres solutions qui sont déjà en branle. Et le renforcement, déjà dans l'actuel programme, il y a un énorme volet de renforcement des capacités des partenaires locaux. Sur le plan même, je dirais logistique, à contrer la pandémie, puisqu'il y a des urgences qui fait que la priorité, c'était de sécuriser cette société civile-là, ces partenaires-là, sur le plan de leur personnel, mais aussi sur le plan de leur capacité à continuer à assurer un service minimal aux populations qui en ont le plus besoin. Et ça, c'est une avenue qu'actuellement le PCV, le programme de coopération volontaire, appuie. Ça, c'est une avenue aussi que le programme québécois de développement international appuie. C'est une avenue aussi que le programme Québec sans frontières appuie actuellement. Donc, tous ces programmes gouvernementaux, on réfléchit pour voir où se trouve la priorité aujourd'hui.
On a une société civile locale qui est très active, qui travaille fort, mais il ne faut pas qu'elle disparaisse, il faut la sécuriser, il faut l'accompagner. Et c'est là où aujourd'hui tous les efforts sont concentrés pour ne serait-ce que consolider. Et par la suite, quand l'environnement sera favorable, oui, il y aura la formule classique, mais l'allure que prennent tous ces programmes gouvernementaux, c'est de bonifier, c'est de soutenir les organisations de la société civile qui sont des maillons importants à faire bouger les lignes. Voilà, merci. Merci. Salut. Donc, dans cette même lignée de questions, j'aimerais adresser une question qui nous provient du public à Mounia ou à Marc-André pour votre réaction. La question est la suivante. Donc, on parle de société civile, on parle de renforcement des capacités de la société civile locale. La question, c'est dans quelle mesure est-ce que les organisations de la société civile peuvent être les sujets de leur propre développement quand leur financement provient majoritairement des organisations de la société civile des pays du Nord. Donc, à vous, Mounia ou Marc-André, de réagir. Ben, c'est vraiment une question très pertinente et réelle. Elle fait partie de la réalité complexe, mais on peut la poser à tous les niveaux de toutes les luttes au monde. C'est qu'il y a toujours une marge de manœuvre et qu'il faut creuser ce qui est possible dans cette marge de manœuvre. Il faut aussi que l'argumentaire dans les programmes de développement aille dans le sens que prendre en compte les préoccupations du Sud et faire participer le Sud à exprimer ses préoccupations en lui donnant plus de pouvoir dans les processus décisionnels des politiques de développement, que ça peut servir aussi, par exemple, la politique canadienne. Il y a un argumentaire à développer parce que aussi les politiques de gestion axées sur le résultat à court terme ne donnent pas. Il y a vraiment beaucoup de déceptions de ces programmes qui sont basés sur des petits calculs de court terme et où se perdre même les grandes valeurs canadiennes en matière des droits humains, en matière d'égalité des genres, etc. Il y a un argumentaire à développer pour signifier que la participation des populations locales est bénéfique à long terme, même pour la finalité de la croissance et du développement économique. Mais disons qu'il y a un mouvement au niveau du monde qui va dans le sens que la croissance pour la croissance ne donne pas, ça donne juste un impact négatif en sens de pauvreté et d'atteinte à l'écologie. Et couvrir des marges pour la participation des peuples du Sud, ça peut contribuer à une correction globale même de l'inefficacité de ce système mondial actuel de développement. Mais c'est vrai, la contrainte financière, idéalement, on la diversifierait, elle serait un peu plus diversifiée. Mais elle est pesante et elle limite cet élan d'aller vers un développement et des relations nord-sud qui sont autres et qui sont alternatives, je pense. Merci beaucoup, Mounia. Puis justement, sur ce sujet d'inefficacité, on a reçu une question du public qui nous interroge. Puis là, je vais lancer la question à Marc-André, qui est professeur en développement international, qui nous interroge sur les différents pays donateurs. Et parmi ces pays donateurs-là, est-ce qu'il y en a un qui a une politique d'aide internationale qui serait supérieure, qui serait plus intéressante ou novatrice en matière de développement durable, en respect des droits de la personne ou d'économie sociale, même dans sa perspective décoloniale? Excellente question. Et je trouve ça quand même un peu ironique parce que le Canada, je pense que Charles en avait glissé un mot, on a beaucoup de figures liées justement aux droits humains, au développement, le fameux objectif de 0,7% du produit intérieur brut que les pays industrialisés, en principe,
devrait verser à l'aide publique au développement. C'est issu justement du rapport Pearson de la Banque mondiale en 1969. Et puis le Canada, à des fins de rappel, je pense que le pourcentage le plus élevé était de 0,54 autour de 1975 ou 1976. Et au sein des pays de l'OCDE, du Comité de l'aide au développement, le Canada, je pense, est en bas de 0,3, si ma mémoire est bonne. Oui, il y a des pays donateurs qui ont clairement, et ce n'est pas comme une fois à chaque 15 ans, mais par exemple, pensez à la Suède, on peut penser à la Norvège, les pays scandinaves ont quand même su éviter une espèce de fossé entre la rhétorique et la politique. Et là-dessus, c'est bien documenté depuis plusieurs décennies. Et même, je pense, la politique féministe, par exemple, la politique d'aide internationale féministe du Canada, ce n'était pas la première. La Suède avait déjà emboîté le pas, excusez-moi. Et donc, dans ce sens, je crois qu'il faut surtout voir auprès des pays scandinaves, Norvège, Suède, notamment. Puis il y a même d'autres pays que des fois, c'est un peu insoupçonné. Par exemple, le Royaume-Uni a déjà également atteint le 0,7, donc des grandes puissances, entre guillemets. Et donc, le Luxembourg, et donc, il y a beaucoup de pays qui l'atteignent, mais le Canada, et c'est ça qui est... Des fois, il faut faire la distinction entre les annonces officielles et lorsqu'on compare. C'est sûr que, mettons, si en termes de somme, en milliards, on serait peut-être dans les 12 premiers contributeurs. Mais lorsqu'on pense à la cible de 0,7, c'est là où on ne fait pas nécessairement bonne figure. Donc, je dirais voir plutôt du côté des pays scandinaves. Merci beaucoup, Marc-André. Merci, Mounia. Merci, Saliou. On va devoir s'arrêter là au niveau de notre conversation parce qu'on est déjà arrivé à la fin de notre activité. On a épuisé notre temps de discussion. Je vous remercie et je remercie Charles et Denis qui ont fait le mot d'introduction. Je voulais quand même réserver quelques minutes pour le mot de clôture et j'inviterai, on a deux autres invités qui sont avec nous depuis le début, mais dont les caméras sont éteintes. Donc, Madame Bonnie Campbell et François Audet, je vous inviterai à nous adresser la parole, à nos invités et au public pour le mot de clôture. Je souhaite simplement mentionner que Madame Campbell est professeure émérite d'économie politique au département de sciences politiques de l'UQAM. C'est la directrice sortante du CIRDIS, le Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société de l'UQAM, donc qui a longtemps coordonné, comme le mentionnait Charles tantôt, le blog Un seul monde. Donc, c'est important de souligner la contribution de Mme Campbell à la création du blog Un seul monde. Donc, merci beaucoup, Mme Campbell, d'avoir accepté. Je vous cède la parole, Mme Campbell, puis après ça, François va intervenir pour le deuxième et le mot de clôture final. Merci infiniment, Marie-Claude. Et je voudrais tout d'abord féliciter la qualité des trois intervenants. J'ai eu un énorme plaisir à vous écouter et de voir la qualité de ce que le blog est en train de faire maintenant. Je vais m'inspirer de Charles et faire, comme il a fait, un rappel du contexte. Lui, il l'a fait pour le début de le blog. Moi, je le dis, mais en quoi est-ce que la situation, 6 ans plus tard, a changé? Et j'ai 4 points à vous partager. Premièrement, le paysage dans lequel se déroulent les débats, les échanges, peut être caractérisé par un seul mot, polarisation. Polarisation des positions et de la façon de formuler les différences. Résultat, il y a un rétrécissement des espaces de dialogue. Très inquiétant. Remise en cause des faits. Concentration du contrôle de l'information, omniprésence des médias sociaux, d'où l'importance cruciale de garder ouvert et d'élargir des espaces entre positions informées par des faits vérifiables et où les opinions divergentes puissent être mises de l'avant, échangées avec respect. Mais il y a un contexte nouveau et je crois que c'est un premier défi pour le blog. Deuxièmement, la scène internationale. Remise en cause, on le sait, de ce qu'on appelait multilatéralisme, aussi du rôle des tentatives de négociation et des résultats de négociation. Pensez à l'accord de Paris, un pays puissant peut le déchirer. Pensez à la nécessité et parfois la remise en cause de la nécessité d'appuyer des instances internationales
au milieu d'une pandémie, l'appui à l'OMS. Résultat, clivage, conflit, dérive du pouvoir sans moyen de riposte. On pense à ce qui se passe dans des pays en ce moment comme les pays de l'Afrique de l'Ouest, Guinée, Burkina Faso, où il y a des clivages et il ne semble pas y avoir de capacité de médiation. Le blog pourrait jouer un rôle extrêmement intéressant en attirant, comme Marc-André l'a fait par rapport à une commission, à de nouvelles formes que peuvent prendre les négociations réussies à toutes sortes de niveaux différents, de la communauté jusqu'en haut, et des solutions inusitées qui en résultent. Pour contrer les risques de dérive vers un repli isolationniste, un certain cynisme vis-à-vis le rôle du politique, des instances internationales, des capacités positives que l'on pourrait s'attendre de la coopération, de la diplomatie, de la collaboration et de la coopération et de la solidarité. Troisièmement, tout ceci se passe, comme l'on sait, dans un moment de globalisation accrue de tous ces enjeux climatiques, santé, migratoires et j'en passe. Mouvement qui va aller en s'accélérant, où les défis appellent toutes sortes de réponses qui ne peuvent qu'être internationales et qui dépendent entre autres de la responsabilisation et de l'imputabilité politique des États envers leur population. De plus, il devient de moins en moins possible de traiter ces enjeux dont on a parlé, ces enjeux clés, sans voir et faire ressortir leur interconnectivité. Le mot-clé doit être synergie pour éviter, comme souvent, que l'action sur différents fronts, atténuation des changements climatiques, cause un recul sur d'autres fronts, droits humains. Donner des exemples, je crois Saliou en a parlé, mais quand on parle des ODD, c'est comme malheureusement très souvent en silo, et lui tirait l'alarme, si j'ai bien compris, face à ça. Par exemple, l'action climatique doit être articulée évidemment avec les luttes pour respecter les droits de la personne, qui sont au centre d'une réflexion comme composante intégrale de développement à plus long terme socio-économique, enjeux qui recouvrent des luttes d'inégalité, accès à l'emploi, éducation, inclusion des femmes et j'en passe. Et là, la recherche a un rôle absolument clé à jouer et les savoirs, comme disait Mounia, les savoirs décolonisés qui viennent des sociétés dont on parle. Enfin, et pour conclure, la question solidarité internationale, pour qui et pourquoi dans le contexte actuel. Je voudrais souligner quelque chose de très, très important à mon sens, c'est l'importance de l'émergence de nouvelles formes de résistance. Les luttes massives que l'on a vues partout sur les changements climatiques, en faveur de la liberté d'orientation sexuelle, contre le sexisme, les nouveaux liens très, très, très importants qui émergent autour de mouvements comme Black Lives Matter et Idle No More. Ces derniers mouvements ébranlent le verdict de nos sociétés nord-américaines et de notre héritage qui est colonial, raciste, de suprématie blanche, comme ces éléments sont ébranlés comme jamais avant. Ces mouvements de résistance se recouvrent et se recoupent, on le sait. Mais a-t-on vraiment pris la mesure de comment ils nous invitent à scruter nos manières de faire à l'international? Par exemple, pour des raisons de cohérence, scruter de fond en comble certaines stratégies du Canada. Le discours a changé, mais je pense que souvent la pratique n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on finance et avec quels partenaires? Quel rôle les OCI ont là-dedans? Parfois, effectivement, avec des accompagnements de sociétés, de la société civile. Stratégies qui ne sont pas toujours pensées de l'intérieur, mais plutôt souvent usurpent la place des initiatives locales et qui, malheureusement, sont et restent les manifestations d'un sentiment de supériorité que l'on a du mal encore à nommer. Comment ces nouvelles formes de résistance dont je parlais interpellent et transforment, est-ce qu'elles vont transformer notre travail de collaboration, de coopération, de solidarité internationale? Comment vont-elles informer les débats sur l'aide, sur l'importance de clarifier dans un sens vraiment plus fondamental des pans entiers de notre politique étrangère, investissement, commerce, sécurité, développement et droit, qu'on pense toujours pouvoir mettre dans le même sac quand il s'agit d'enjeux extrêmement différents. La solidarité, pour qui, pourquoi? Bien, la solidarité, on l'a mentionné dans ces débats, contre l'oppression raciale, la discrimination, l'exclusion sociale et économique,
et pour le respect des droits humains et la dignité humaine dans notre propre société sont des contreparties absolument incontournablement et indissociablement liées à la solidarité internationale. Et cette nouvelle conjoncture me semble inviter un renouvellement encore beaucoup plus profond, toujours à faire de nos pratiques et de nos débats. Et dans ce sens-là, je crois que ça nous invite, avec le blog, à des nouveaux défis de façon très intéressante. Merci. Merci beaucoup, Bonnie. Je te salue d'ailleurs virtuellement. Merci pour ta conclusion. En fait, ce n'est pas un mot de la fin. Je pense que c'est un véritable lancement à cette deuxième vie du blog. Et je crois que c'est tout à fait naturel qu'il soit hébergé ici. Bon, j'allais dire à l'UQAM dans mon bureau. J'y suis tout seul pour le moment. Dans l'UQAM est assez vide, mais dans ton bureau qui n'est pas très loin non plus, je pense que c'est ici que ça a pris forme. Je rebondis évidemment sur les propos de Charles et de Marie-Claude pour te dire à quel point tu as influencé le milieu. Tu m'as influencé, tu as influencé une cohorte et voire même une école de pensée. Alors, je voulais évidemment souligner toute la contribution que tu as eue et visiblement que tu as encore pour nous tous, te remercier chaleureusement de nous avoir, d'avoir semé toutes ces graines-là. Au fil du temps, au fil des étudiants. Je suis moi-même dans ma deuxième carrière. Comme tu le sais, j'étais avant dans la pratique et c'est des temporalités très différentes, la pratique et la recherche. On voit pas souvent, on voit rarement en fait je dirais les livrables, les résultats. Puis je crois que les conversations que vous avez tous eues aujourd'hui, Marc-André, Saliou, Mounia, en font foi. C'est excessivement difficile de voir concrètement se réaliser des résultats du développement humain à travers justement cette solidarité-là. Et c'est encore plus difficile en recherche. Et là-dessus, je pense qu'à travers le blog, pour revenir un peu sur le point de conclusion et du mot final, je crois on voit quelque chose de concret, de tangible, des conversations croisées extrêmement intéressantes. Moi, ça me stimule énormément de voir cette nouvelle génération-là. Je dis nouvelle, évidemment, c'est pas tout le monde qui est aussi jeune que certains d'entre vous, mais quand même une nouvelle génération de chercheurs. Je vois Marie-Claude Kéry, là, une nouvelle génération de chercheurs, des gens qui viennent de la pratique, qui se questionnent, qui vont dans le milieu de la recherche, qui invitent les gens à se re-questionner dans le milieu de la coopération, éviter cette routine bureaucratique-là, ce qui souvent nous rendent peut-être un peu trop confortables dans nos façons de faire et nous font oublier, comme tu l'as dit, Bonnie, l'importance de se remettre en question, qui n'est pas propre évidemment du monde de la solidarité. Je crois que la révolution dont tu fais référence, c'est dans tous les milieux. Tout ce que tu as mentionné justement sur les enjeux de racisme systémique, des enjeux de prise de conscience sur notre posture coloniale, dépasse largement la solidarité puis l'aide internationale. Mais clairement, c'est fondamental que ce milieu-là se transforme et soit même un leader à l'intérieur de ça, parce qu'évidemment, c'est un milieu qui est beaucoup plus mondialisé. Je pense que beaucoup d'autres industries, ça va sans dire. Alors, tant mieux si ce blog-là permet l'émergence et la conversation d'un débat, il faut dire aussi, au-delà des faits et des données probantes, respectueux, parce qu'on a beaucoup plus de difficultés à avoir. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu, du respect, de la conversation de différents milieux. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. En tout cas, j'en prends... Tant que j'y serai, je vous en donne ma parole. On va continuer avec ce débat respectueux, cette prise de conscience justement du chemin qu'on a encore à faire, de nos postures coloniales dans le monde dans lequel on est et dans le milieu de la solidarité. Alors tant mieux si on a réussi ça aujourd'hui. Bonnie, je t'en félicite. Je félicite Charles aussi pour les idées initiales d'avoir créé ce blog-là et de le voir maintenant cheminer entre l'ACOSI et l'Institut ici à l'UQAM. Encore une fois, c'est son milieu naturel. Lorsqu'on sera de retour entre êtres humains, on pourra évidemment, de manière plus chaleureuse, se féliciter et, espérons-le, lever un verre, peu importe lequel, à cette solidarité-là qui, au bout du compte, est humaine et on vient de perdre un bout de cette humanité-là avec la pandémie, malheureusement. Mais
on va espérer que ça va se terminer bientôt. Alors, je vous remercie tout le monde d'y avoir contribué. Je remercie la salle qui était encore une fois très nombreuse. On a atteint presque 80 ou 90 personnes. C'est exceptionnel pour une conversation de cette nature-là, académique, scientifique et policy. Je remercie aussi Marie-Claude et je la salue d'avoir pris la relève du blog. Je crois que pour toi, Marie-Claude, c'était comme tu l'as mentionné, quelque chose de naturel aussi. C'était dans la continuité de tes aspirations professionnelles et académiques. Et on va évidemment faire du mieux qu'on peut pour laisser cet espace de dialogue-là qui soit donc créatif et le plus propice au débat. Et espérons-le, d'influencer aussi les processus modestement, donc les processus décisionnels. Je voyais d'ailleurs dans la liste des gens dans la salle virtuelle, plusieurs personnes du ministère des Relations internationales que je salue, plusieurs personnes du monde des ONG aussi que je salue, du monde de la diplomatie aussi que je salue, évidemment du monde de l'académique. Alors, je crois qu'on a réussi, encore une fois, à créer ces regards croisés-là, ces discussions croisées-là. Donc, je vous en remercie, je vous salue. Pas très chaleureusement, malheureusement, c'est très virtuel, mais on fait ce qu'on peut. Je vous invite, parce que ce n'est pas terminé, à tout le monde. Donc, demain, d'ailleurs, ça sera la conclusion de nos rendez-vous Gérer la joie. Donc, demain, la perspective de la relève de la recherche, qui sera une conversation qui se poursuivra dans celle qu'on a faite aujourd'hui, en fait, très certainement, à 10 heures demain matin. Alors, j'espère vous voir en aussi grand nombre. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci Marie-Claude. Merci à toute l'équipe de l'Institut et à nos partenaires aujourd'hui de l'ACOSI. Denis, je crois, je t'avais perdu. Voilà, tu es là dans un écran partagé, excuse-moi. Denis de l'ACOSI, tous nos amis de l'ACOSI aussi qui sont présents. Je vois Michel Astin qui est là également. Charles, un plaisir de t'avoir revu. Et espérons-le qu'on pourra refaire peut-être ce modèle du blog virtuel, qui est une manière aussi de pouvoir amener la conversation un peu plus loin. Alors, encore une fois, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit, je l'espère, demain pour cette conclusion des Rendez-vous Gérer la joie, édition 2020. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Merci tout le monde. Merci, Bonnie. Merci à vous.